La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Bonsoir, Madame la Présidente. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, moi c'est la fatigue, Mesdames, Messieurs les députés. Près d'un mois, jour pour jour, après l'hommage national rendu à Robert Badinter, nous sommes ce soir réunis pour poursuivre ce qui a été son autre combat, si j'ose dire, et non des moindres, la dépénalisation de l'homosexualité. Sans lui et sans ses convictions humanistes, qui sait combien de temps aurait perduré cette incrimination qui a déshonoré notre République. Il est grand temps de poursuivre et d'achever cette œuvre et de dire ce soir au nom de la République française, pardon aux personnes homosexuelles de France qui ont subi 40 années durant cette répression totalement inique. Oui, Mesdames et Messieurs les députés, notre République n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle sait reconnaître qu'elle a perdu le fil de ses principes fondateurs. La liberté, l'égalité, la fraternité, et je le dis, si ce soir ce texte est voté, ce que j'espère, notre République en sera grandie. Je veux rendre hommage au sénateur Bourgi, à l'origine de cette proposition de loi que j'ai eu l'honneur de soutenir au Sénat qui l'a adoptée à l'unanimité après l'avoir largement modifiée. Heureusement, la justice d'aujourd'hui ne condamne plus les personnes en raison de leur orientation sexuelle. Bien au contraire, la justice condamne sévèrement tous ceux qui osent s'en prendre à nos compatriotes en raison précisément de leur orientation sexuelle. Cette lutte contre les discriminations contre les personnes homosexuelles, mon ministère la mène d'arrache-pied. J'ai pris, dès le mois de mai 2021, une circulaire demandant une réponse pénale ferme contre les auteurs d'infractions à raison de leur orientation sexuelle. Nous avons créé la même année le pôle national de lutte contre la haine en ligne au sein du parquet de Paris. Ce pôle, vous le savez, centralise le traitement des affaires les plus significatives en la matière. De nombreuses infractions qu'il traite concernent des cas d'homophobie. Partout sur le territoire, mon ministère se mobilise, comme à Tarbes, avec la mise en place, en lien avec le parquet, d'un centre LGBT+ mobile, inauguré en octobre dernier avec une équipe formée à l'accueil, à l'écoute, permettant d'effectuer différents actes médicaux ou psychologiques, afin que d'orienter vers un dépôt de plainte si nécessaire pour que la justice intervienne au plus vite. Non, la justice, aujourd'hui, ne condamne plus, elle protège. Et je mettrai toute l'énergie dont je suis capable pour qu'elle protège chaque fois mieux les victimes de la haine, quelle qu'elle soit. Je veux ici dire à la représentation nationale que nous ne laisserons rien passer contre tous ceux qui propagent la haine. Mais entrons à présent dans le détail du texte qui nous est soumis aujourd'hui, tel qu'il a été modifié par votre commission des lois.
S'agissant de la période couverte par la reconnaissance, j'ai compris que vous teniez à ce que la période de Vichy soit incluse, même si, juridiquement, il est probable que les comportements dont nous parlons aient déjà été visés par d'autres textes portant notamment sur la déportation. Cette évolution ne me paraît cependant pas incongrue, d'autant que vous avez retenu le vocable « nation » qui me semble de loin, de très loin, le plus adapté. Car en effet, c'est bien la nation tout entière qui était dans l'erreur sur ce sujet. Pendant 40 ans, c'est bien la nation qui était dans l'erreur, et cela inclut la société qui avait succombé aux préjugés et à la haine. S'agissant de l'article 2, qui crée une nouvelle infraction de la loi de 1881 sur la presse, je salue la position de votre commission. En effet, comme le Sénat l'a fait preuve de sagesse, un vrai risque de constitutionnalité, ou devrais-je dire d'inconstitutionnalité, existe. Or, le pire, évidemment, serait de créer aujourd'hui de faux espoirs, de donner lieu à des débats pernicieux et, in fine, que notre action permette aux rétrogrades, il en subsiste encore, d'obtenir des victoires judiciaires. Ces victoires, symboliquement, pèseraient trop lourd. Nous arrivons aux dispositions prévoyant une réparation financière pour toutes les victimes, ainsi que la création d'une commission chargée de sa mise en œuvre. Je veux vous dire ce soir que j'entends le souhait porté par votre Assemblée de rétablir ces dispositions. Sur ce sujet, je dois reconnaître une nouvelle fois les vertus de la procédure parlementaire. Les lectures successives permettent, au travers notamment des échanges pouvant avoir cours durant les périodes intermédiaires, d'affiner la réflexion. Et permettez-moi de saluer à cet égard le travail du rapporteur Hervé Solignac et du député David Valence, qui se sont investis sur ce texte et ont permis d'en préciser les contours. J'entends aussi le souhait exprimé en commission des lois que l'indemnisation soit précisément fixée dans la loi et soit mise en œuvre par une commission établie ad hoc. Le texte voté par le Sénat évoque une responsabilité de la République pour les condamnations prononcées. Ce terme suffirait probablement à fonder des demandes d'indemnisation devant des tribunaux de droit commun. Les tribunaux sont, en tout domaine, habitués à prendre connaissance de nombreuses situations, à la fois similaires, mais en même temps toutes différentes, de par les parcours de vie, les souffrances et les blessures parfois irrémédiables. J'entends aussi ce qu'une commission dédiée pourrait apporter en effet, tant la souffrance générée a été et demeure grande. La question est ici de savoir si le modèle des pays pionniers sur ce sujet, l'Espagne, l'Allemagne, le Canada, sera le plus adapté à notre pays. Je l'ai dit, je partage, j'entends ce souhait, mais il est important, me semble-t-il, de préciser que cette commission serait confrontée notamment aux probables difficultés probatoires qui viendront à se poser. En effet, il ne sera pour certaines personnes pas simple de prouver qu'elles ont effectivement passé un temps déterminé en prison ou qu'elles se sont acquittées de l'amende à laquelle elles avaient été condamnées. Il est donc indispensable que dans la rédaction finale de ce texte, nous fassions en sorte de ne pas créer des déceptions qui résulteraient de ces difficultés probatoires. Il est donc important que dans la suite des débats, nous y soyons très attentifs.
Comme je l'ai dit au Sénat, reconnaître une erreur n'est selon moi pas une marque de faiblesse, loin de là. C'est dire que nos principes fondamentaux valent plus que notre orgueil. Car l'orgueil d'être français, c'est aussi d'en assumer toute son histoire et dire lorsque l'on a fait fausse route pour montrer aux générations futures que notre République et ses valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité triomphent toujours. La France a rayonné lundi avec un vote historique. Faisons-la rayonner à nouveau ce soir. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Hervé Solignac, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, tout a été dit, tout a été fait en 1981 et en 1982. Évitons les lois de repentance qui remuent le passé. Le texte sorti du Sénat est suffisant, ou bien encore laissons les historiens faire leur travail. Voici quelques-uns des arguments utilisés par celles et ceux qui ne pensent pas nécessaire d'éclairer les persécutions des homosexuels, qualifiées de légendes par certains, qui sont convaincus que la reconnaissance du préjudice est un fait acquis et la réparation une mesure inutile, que cette proposition de loi n'aura qu'une portée limitée, puisque tout bonnement communautariste. Je ne suis pas le rapporteur d'une proposition de loi communautariste. Je ne le serai jamais. En revanche, je suis, comme législateur, attaché aux droits et aux valeurs de la République, attaché à la dignité humaine, attaché à la lutte contre les discriminations, attaché aux libertés fondamentales, attaché à la portée politique de nos textes, attaché à la cohésion de notre société par-delà toutes ces différences, bref, attaché à tout ce que la France a trop souvent bafoué à l'endroit des personnes homosexuelles, jusqu'en 1982, et les lois de dépénalisation portées par le gouvernement de François Mitterrand. C'est donc au nom des droits humains que je suis ici devant vous, avec la conviction que ce texte s'inscrit dans un long processus, que d'autres poursuivront d'ailleurs après nous, un processus pour dire ce qui fut, mais plus encore pour dire ce qui ne doit plus être. Et c'est précisément parce que l'homophobie, parfois décomplexée, perdure dans notre société contemporaine, que nous devons adopter largement cette proposition de loi déposée par le sénateur Hussein Bourgi et que je salue. Ce texte poursuit donc un objectif de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par plusieurs milliers de nos concitoyens discriminés en raison de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle de 1942 à 1982. C'est bien notre code pénal qui a permis de condamner au moins 10 000 personnes, dont 93% à des peines de prison. Je veux dire ici que la réparation est le corollaire presque naturel de la reconnaissance. Quel serait le sens d'une reconnaissance de préjudice sans la mise en œuvre de sa réparation? Reconnaître et réparer, ça n'est ni effacer, ni se rouler dans la repentance. C'est réaffirmer que nous voulons vivre ensemble. C'est mesurer le chemin parcouru à pas trop lents. C'est aussi dire par-delà nos frontières que l'homosexualité n'a rien à faire dans un code pénal et que lutter contre sa répression est un combat universel. À cet égard, comme le rapportait à cette même tribune le 20 décembre 1981 la rapporteure Gisèle Halimi, je la cite, c'est bien, en dernière analyse, de culture et de liberté qu'il s'agit, c'est dire que ce débat est politique par excellence. Les mots justes de Gisèle Halimi en 1981 demeurent toujours aussi justes et vrais en 2024. Alors les historiens nous disent souvent que la répression de l'homosexualité en France reste très méconnue du grand public, que les recherches sont insuffisantes et seront longues à conduire. J'y vois là un argument qui conforte cette proposition de loi. Ces mêmes historiens mettent sous nos yeux une autre évidence.
L'histoire des homosexuels en France s'écrit d'abord et surtout au moyen des archives policières et judiciaires. Ça n'est évidemment pas un hasard et c'est surtout la preuve que la puissance publique n'a longtemps eu d'intérêt pour ce groupe social qu'au travers de sa répression. J'y vois là un autre argument pour conforter le bien-fondé de cette proposition de loi. Alors bien sûr, nous pourrions sommairement réduire l'histoire aux décisions du régime de Vichy de 1942 et déplorer que la République en 1945 n'ait pas eu la clairvoyance de revenir sur ces mesures. Mais la réalité mérite quelques nuances ou quelques précisions. Je veux le dire avec la plus grande clarté possible. De tout temps, les homosexuels ont subi les jugements de la société, la traque policière et l'utilisation fallacieuse de notre code pénal pour mettre en œuvre des poursuites à leur encontre. Et lorsqu'en 1791, ce code pénal fait disparaître la discrimination à l'endroit des populations homosexuelles, il n'y a pas là, tout d'un coup, un âge d'or de l'homosexualité qui s'ouvre pour un siècle et demi en France. Certes, notre pays a supprimé plus tôt que les autres le crime de sodomie et s'est construit ainsi une sorte de réputation de tolérance. Mais il convient de relativiser cette tolérance parce que tout au long des 19e et des 20e siècles, les pouvoirs publics et la police feront un usage massif des délits de vagabondage, d'outrage public ou d'attentat à la pudeur aux fins de pourchasser et condamner des milliers d'homosexuels. Celles et ceux qui auraient souhaité un travail de reconnaissance qui remonte au-delà de 1942 ont donc historiquement raison. En cela, la loi du 6 août 1942 ne constitue pas un tournant à proprement parler de la répression des homosexuels. Le gouvernement Daladier avait même planché sur des mesures de répression qui sont restées lettres mortes en raison de la guerre. Il n'en demeure pas moins que c'est bien cette loi de 1942 qui codifie la pénalisation, elle institutionnalise une pratique, elle officialise une politique, elle est le point de départ incontestable d'une sorte d'homophobie d'État. Cette loi de 1942 répond en son temps à des demandes de magistrats, de médecins, de ligues de vertu. Elle est aussi la traduction d'une opinion assez largement répandue. Il s'agit de protéger la jeunesse corrompue par les pratiques homosexuelles. Sous l'influence d'une morale chrétienne que le maréchal Pétain instrumentalise à souhait, l'article 334 du Code pénal est donc modifié. Et c'est ce même esprit qui conduit la République en 1945 à ne pas remettre en cause les dispositions du régime de Vichy. 15 ans plus tard, en 1960, aucun député ne viendra s'émouvoir lorsque l'un des leurs, Paul Mirguet, se saisit d'une loi sur les fléaux sociaux pour déposer un amendement qui intègre l'homosexualité dans la liste de ces fléaux. Il s'agit, dans le texte initial, de lutter contre l'alcoolisme, la tuberculose, le proxénétisme. Mirguet considère que l'homosexualité manque à la liste et dénonce la gravité de ce fléau contre lequel il faut protéger nos enfants. C'est donc sans aucune résistance que l'on décide de doubler les peines encourues pour les personnes homosexuelles accusées d'attentat à la pudeur. On le voit ici, si 1945 est dans la continuité de 1942, on peut considérer que rien n'a changé dans l'approche de la question en 1960. Dans le registre des permanences de l'histoire, permettez-moi de noter que le Sénat s'est opposé en son temps aux 3 lectures successives de la proposition de loi Forny-Halimi. En s'opposant assez largement à la proposition du sénateur Bourgi, le Sénat en 2023 a perpétué sa tradition conservatrice et évidemment je le regrette. Je le regrette car on ne peut reléguer aux oubliettes de l'histoire une réalité tellement récente qu'elle demeure toujours le terreau sur lequel prospèrent des crimes et délits anti-LGBT en progression dans notre pays. Alors oui, la France a cru bon de définir ce que devaient être les normes de la vie dans ce qu'elle a de plus intime, selon que l'on soit hétérosexuel ou homosexuel. Oui, la France a créé une catégorie de sous-citoyens qui devaient répondre plus que les autres de leurs actes délictuels au seul motif qu'ils étaient homosexuels. Oui, sous couvert d'arguments faussement politiques, la France a parfois édicté la loi sur la base de jugements moraux iniques au mépris des principes fondamentaux d'égalité de tous. Derrière ces atteintes graves portées aux valeurs de la République se trouvent des vies humaines qui ont été malmenées, parfois brisées, et toujours marquées par ces condamnations, des condamnations qui exposent au jugement, à l'humiliation publique et à la mise à l'écart. Alors il ne s'agit pas tant de reconnaître les errements du passé que de dire officiellement que la France en mesure le préjudice sur des vies humaines. Mes chers collègues, un grand pays de liberté comme le nôtre ne doit jamais tenir pour acquises ses conquêtes. Et s'il veut les défendre, son devoir est de se tenir debout face à l'histoire pour reconnaître le tort indicible qu'il a ainsi pu causer
en sacrifiant le droit sur l'autel de la morale. Un grand pays de liberté, c'est aussi un pays qui parle au monde. Plus d'un tiers des États de la planète répriment l'homosexualité. Dans 11 pays, elle est passible de la peine de mort. Il est l'honneur de la France que d'être comme une lumière qui brille pour des millions de femmes et d'hommes victimes chaque jour de l'obscurantisme à travers le monde. Après avoir discriminé, après avoir amnistié, après avoir dépénalisé, l'heure est venue de reconnaître et de réparer. Il n'est jamais trop tard pour être digne, jamais trop tard pour dire que la mémoire de la République est vivante, qu'elle est solide et surtout qu'elle demeure le meilleur rempart contre les discriminations qui subsistent. C'est ce que je vous invite à faire en adoptant cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, dans la discussion générale, le premier orateur, c'est Monsieur Éric Martineau pour le groupe démocrate. Oui, je veux bien. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, chers collègues, et Monsieur le Président de la Commission des lois, ce printemps, je me rendrai au mariage de Maxime et Joseph, deux jeunes agriculteurs en Sarthe. Mais que de chemin parcouru. Il aura fallu attendre 1982 et la loi Badinter pour dépénaliser l'homosexualité en France. En 1982, j'avais 14 ans et je ne pensais pas qu'un jour je puisse vivre heureux. Comme on ne choisit pas d'être hétérosexuel, on ne choisit pas d'être homosexuel. Mais auparavant, combien de vies brisées? Le 6 août 1942, le régime de Vichy a modifié l'article 334 du Code pénal pour introduire une distinction discriminatoire entre les hétérosexuels et homosexuels. Cette modification législative sert alors de base juridique pour la répression policière et judiciaire des personnes homosexuelles qui en sont victimes avec constitution de fichiers de police, condamnation judiciaire et dénonciation aux forces ennemies de l'occupation. Les condamnations sont publiées dans les journaux, entraînant une véritable opprobre sociale, s'accompagnant parfois de licenciements abusifs, de vie sociale ruinée, de déshonneur pour les familles, voire de suicide pour certains. À la Libération, alors que la plupart des lois du régime de Pétain sont abrogées, la loi du 6 août 1942 est maintenue et confirmée par l'ordonnance du 8 février 1945. Pire encore, l'ordonnance du 25 novembre 1960, sous le gouvernement Debré, confirme la répression de l'homosexualité en la considérant comme un fléau pour la société et en doublant les peines encourues. La pénalisation de l'homosexualité perdure alors avec une circonstance aggravante à l'outrage public à la pudeur, la pénalisation de quiconque aura commis un acte impudique ou, je cite, « contre nature », avec des peines encourues de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et 60 à 15 000 francs d'amende. Près de 10 000 personnes ont été condamnées du fait de leur homosexualité entre 1945 et 1982. Sur cette même période, 50 000 personnes auraient également été condamnées pour outrage public à la pudeur homosexuelle. Jusqu'en 1978, 93% des procès liés à ces infractions se soldent par des condamnations à des peines de prison. La législation a heureusement évolué grâce à la mobilisation d'intellectuels comme Michel Foucault, Gilles Deleuze, Marguerite Duras, à qui nous devons rendre hommage, comme à tous ces militants anonymes, les associations qui se sont battues pour l'égalité des droits. La disposition relative à l'outrage public à la pudeur homosexuelle est ainsi abrogée le 19 novembre 1980. En 1981, toutes les personnes condamnées pour homosexualité sur la base des articles 330 et 331 du Code pénal sont amnistiées par François Mitterrand. Même si le Sénat s'oppose, l'Assemblée nationale aura le dernier mot le 27 juillet 1982 et la loi du 4 août 1982 abrogera 40 années de répression contre l'homosexualité. C'était nécessaire. La France n'a cependant pas encore admis sa responsabilité dans les discriminations et les condamnations subies par les personnes homosexuelles. Nous devons y remédier et c'est le sens de ce texte. Je suis honoré d'être le porte-parole de notre groupe démocrate, humaniste et libre,
En commission, mon groupe a soutenu l'initiative du groupe Renaissance visant à élargir le champ de cette proposition de loi afin de prendre en compte les discriminations subies par les personnes homosexuelles à partir de 1942. S'il nous semble très important de bien faire la distinction entre le régime de Vichy et la République française, il est essentiel de reconnaître l'ensemble des persécutions endurées par un groupe de personnes du fait de leur orientation sexuelle, causées par une loi pénale discriminatoire. L'objet de cette proposition de loi est bien la reconnaissance de la responsabilité morale de l'État et nous considérons que cette reconnaissance ne devrait pas devenir un sujet financier. Comme la plupart des États l'ont fait, une reconnaissance solennelle du préjudice subi par les personnes concernées en France s'impose. Mais le mécanisme de réparation financière apparaît compliqué à mettre en place et les doutes pour la sécurité juridique et la soutenabilité financière du dispositif ont déjà été soulevés par les sénateurs. Nous nous abstiendrons donc sur ce point. Chers collègues, en votant cette loi de réparation, nous faisons un pas en faveur de la construction de la mémoire des personnes homosexuelles discriminées. Mais nous envoyons également un message fort hors de nos frontières et dans le monde. Nul ne devrait subir de persécution en raison de son orientation sexuelle. Le groupe démocrate sera donc favorable à cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Marietta Caramonli pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi qui a été initiée par notre collègue sénateur Hussein Bourgi, que je tiens ici à remercier une nouvelle fois, mais aussi saluer la mobilisation non seulement d'intellectuels et d'artistes, des associations LGBT depuis longtemps qui militent pour ce sujet, mais également, permettez-moi, saluer aussi notre rapporteur qui a vraiment parlé brillamment tout à l'heure pour nous expliquer ce combat. Alors, elle s'inscrit dans une mouvance importante de défense des droits de l'homme, considérée comme l'une des plus dynamiques dans le monde aujourd'hui, celui des réparations pour les homosexuels. Il s'agit de promouvoir les politiques visant à réparer l'héritage de la discrimination systémique fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Il y a une diversité de facteurs et parfois une combinaison d'éléments d'entre eux qui expliquent une évolution des mentalités de la législation. Reste que l'engagement en faveur des droits de l'homme et des principes de non-discrimination est certainement, mes chers collègues, le facteur le plus déterminant à l'œuvre dans cette reconnaissance. De reste, déjà en 2021, le Canada, l'Allemagne, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne et le Royaume-Uni avaient adopté des mesures de réparation en faveur des homosexuels. Il existe une diversité de situations dans la réparation. Excuses de l'État à la communauté LGBT pour les fautes commises dans le passé et promesses de faire mieux à l'avenir. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Commémoration des victimes de la répression étatique des citoyens homosexuels. Réparation en faveur des homosexuels sous la forme d'une grâce accordée à toute personne condamnée en vertu de lois criminalisant l'orientation de sexe ou genre. Compensation financière pour les salaires ou les pensions perdues en raison d'un séjour en prison ou dans un établissement psychiatrique pour cause d'infraction homosexuelle, comme c'est le cas en Espagne depuis 2009 et en Allemagne depuis 2016. La proposition de loi discutée en commission des lois il y a quelques jours était très inférieure, si j'ose dire, à ce qui avait été proposé par le collègue sénateur socialiste et par là très en deçà de ce qui a été adopté par et dans plusieurs États. Ce texte posant un principe des modalités de réparation avait été largement amputé lors de la discussion au Sénat. Et le texte ne comportait plus qu'une disposition unique, celle posant le principe d'une reconnaissance de la responsabilité de la République française à compter du 8 février 1945. Avaient été supprimées les dispositions valant l'introduction dans le droit français d'un délit pénal
de négation de la déportation subie par les personnes LGBT au cours de la Seconde Guerre mondiale, la réparation des personnes victimes de la législation discriminatoire, la création d'une commission indépendante visant à évaluer les demandes de réparation. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention Monsieur le ministre tout à l'heure quand il a parlé justement, et surtout une ouverture sur la création d'une commission. Le texte a été largement réécrit par la commission des lois, réécrit par notre Assemblée de cette façon, et je dirais réécrite de manière très majoritaire. Nous ne pouvons que nous en féliciter, chers collègues, aujourd'hui. Ainsi, le texte revient en séance métamorphosée. D'une part, la nation reconnaît sa responsabilité, et d'autre part, le principe de la réparation et sa mise en œuvre est acquis et détaillé. Bien évidemment, d'autres questions ont été soulevées en commission, comme par exemple sur la nécessité d'une mémoire mieux partagée via une commémoration, sur l'importance d'encourager la recherche dans ce domaine et par là de mieux connaître et comprendre les mécanismes en cause, les discriminations se réinventant souvent, si vous me permettez cette expression, et de façon récurrente. Je l'ai dit en commission, il est souvent difficile de faire émerger une telle mémoire fondée, non pas sur la compassion, mais bien sur la reconnaissance de la discrimination, de l'impression et de la légitime compensation qui doit l'accompagner. Il est important que notre pays puisse faire donc œuvre de vérité sur ce qui a été et une violation des droits de l'homme. La France fait ici ce que plusieurs États, notamment européens, ont déjà fait, et il était important de rejoindre ce mouvement qui est bien celui de la fin d'une violation des droits universels et de la reconnaissance des ravages qu'elle a générés pour les personnes. Nous pouvons être fiers, le groupe socialiste et apparenté apporte son soutien, son vote plein et entier à ce texte et sera vigilant en l'avenir à ce que son application soit elle aussi pleine et entière. Je vous remercie, mes chers collègues, de votre écoute. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizon et Apparentés. Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Un peu plus de 40 ans après la loi du 4 août 1982 dépénalisant définitivement l'homosexualité, le groupe Horizon et Apparentés salue l'initiative du groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat d'avoir fait inscrire à l'ordre du jour l'examen de cette proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. Je salue d'ailleurs la présence du sénateur Hussein Bourgi, comme ça a été signalé par mes collègues. Cette proposition de loi présente un intérêt symbolique majeur et essentiel, celui de reconnaître officiellement la répression judiciaire dont ont été victimes les personnes homosexuelles. Rappelons que la France a été pionnière en dépénalisant l'homosexualité en 1791 dans le Code napoléonien, au lendemain de la Révolution française, devenant ainsi l'un des pays les plus progressistes en la matière. Le régime de Vichy, en août 1942, rétablissait une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et battait en brèche cette avancée essentielle en instaurant une majoration sexuelle de 21 ans pour les homosexuels contre 13 ans pour les hétérosexuels. Cette discrimination légitima jusqu'à la fin de la guerre la persécution, l'arrestation et la condamnation de dizaines de milliers d'hommes dans notre pays. Quelques centaines d'entre eux furent hélas déportés depuis la France vers les camps de rééducation et de concentration. Ce n'est que 40 ans après, à l'initiative du garde des Sceaux, Robert Badinter, du député Raymond Forny et de la rapporteure Gisèle Halimi, que la majorité sexuelle discriminante héritée du régime de Vichy fut abrogée. Le temps est venu de reconnaître la responsabilité de la nation dans cette discrimination insupportable. Nous saluons à ce titre la réécriture adoptée en commission des lois à l'article 1er. La République française ne peut être tenue pour comptable des agissements du régime de Vichy. Par ailleurs, et dans la même lignée, le groupe Horizon et Apparentés estime que c'est à raison que la commission des lois n'a pas réintroduit l'article 2 supprimé au Sénat, créant un délit de contestation ou de minoration outrancière de la déportation des personnes homosexuelles depuis la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Consacrer ce délit reviendrait à considérer qu'il n'entre pas aujourd'hui dans le délit de négationnisme.
Or, le statut du tribunal militaire, appelé à juger les crimes commis par les nazis, dit tribunal de Nuremberg, cite expressément la déportation dans son ensemble, que celle-ci ait concerné les juifs, les communistes, les résistants, les tziganes ou les homosexuels, comme constitutive d'un crime contre l'humanité. La négation de la déportation de ce fait dans le cadre de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Enfin, s'agissant de la réparation financière, outre le fait qu'il nous semble complexe à mettre en œuvre, le groupe Horizons et Apparentés estime que les pays ayant mis en place de tels systèmes d'indemnisation se placent dans une situation très différente de celle de la France. Comme le rappelait le rapporteur, nous assistons à une recrudescence inquiétante des actes anti-LGBT. Depuis 2016, les crimes et délits anti-LGBT ont doublé et il semblerait que ces chiffres soient largement sous-estimés puisque seuls 20% des victimes de menaces ou de violences anti-LGBT portent plainte. Chiffre qui chute à 5% en cas d'injure. À l'heure où ces discriminations se multiplient, cette proposition de loi est porteuse d'un message important et nécessaire. La nation se tient à vos côtés. Le groupe Horizons et Apparentés soutient donc cette proposition de loi et souhaite rappeler, en ce lieu si particulier, les mots qu'avait prononcés Robert Badinter à l'époque. La discrimination, la flétrissure qu'implique l'existence d'une infraction particulière d'homosexualité nous atteint tous à travers une loi qui exprime l'idéologie, la pesanteur d'une époque odieuse de notre histoire. Cette semaine de mars restera après le vote de ce soir, je le souhaite, et celui de lundi comme mémorable. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Sandra Regol pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Je ne vais pas chanter du Dalida, mais pour réveiller l'auditoire, je vais au moins citer du Traîné. Que reste-t-il de nos amours chantés traînés il y a bien longtemps? Et comme tant d'autres, comme trop d'autres, il a été poursuivi et condamné pour avoir aimé des hommes. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. La France a condamné l'amour dès lors qu'il ne ressemblait pas au schéma qu'aujourd'hui encore les partisans et les partisanes de la manif pour tous déclinent en rose et bleu et autour du slogan « Un papa, une maman ». Il serait au moins 10 000 citoyens condamnés pour homosexualité au titre de la loi du 6 août 1942. À cela, il faut ajouter les personnes condamnées pour outrage public à la pudeur. Et là, on monterait plutôt autour de 50 000 personnes. La condamnation pour les uns, la peur, la honte surtout, pour tous et toutes, pendant des années. La peur d'être condamné socialement, pénalement, l'impossibilité d'aimer et donc la condamnation à ne pas pouvoir pleinement s'aimer soi-même. C'est de ça dont nous parlons ce soir et je remercie notre collègue le sénateur Bourgi de l'avoir permis en déposant ce texte. Aujourd'hui, ils ne sont probablement qu'une centaine à être encore en vie et à pouvoir prétendre à cette réparation. Mais ce que porte ce texte, ce n'est pas seulement la réparation importante pour ceux qui restent, c'est aussi le symbole, la reconnaissance de nos dérives passées. Nous ne pouvons pas réparer les morts, nous ne pourrons pas effacer la honte, nous ne pourrons pas changer les oppressions subies et les retirer, mais nous pouvons au moins réhabiliter leur vie. Surtout, nous pouvons montrer aux jeunes, à celles et ceux qui se construisent aujourd'hui, que demain sera meilleur qu'hier, lesbiennes, gays, bi, trans. Nous pouvons leur dire, nous pouvons vous dire que la France vous aime et sait reconnaître ses erreurs passées. En tant que députée du Bas-Rhin, je ne peux pas ne pas rappeler que l'Alsace, la Moselle, du fait d'avoir été allemandes, sont oubliées par ce texte. Et avec elles sont toutes leurs victimes, nombreuses, qui sont oubliées. Ces victimes qui n'ont pu prétendre à des réparations du gouvernement allemand et ne peuvent prétendre à celles du gouvernement français. Alors je voudrais donner la parole à deux d'entre elles. Monsieur Schwab, un des derniers survivants des triangles roses, qui depuis Mulhouse rappelait, je cite, « Les nazis considéraient l'homosexualité comme une épidémie dangereuse pour la perpétuation de la race ». Et aguerri au pire, il mettait aussi en garde nos contemporains en ajoutant « Ce qui est effrayant, c'est que c'est exactement ce type d'argumentation qui est encore utilisé de nos jours par certains homophobes, y compris des élus. » Pierre Selle, autre Alsacien dont le combat a permis de faire avancer ces luttes, dont la parole perdure, va dans le même sens en disant « Il faut faire très attention aux homophobes, c'est notre devoir. Aujourd'hui, nous avons
la liberté au niveau du sexe et de la parole d'être ce que nous sommes. Mais il faut toujours faire attention, il y a des nostalgiques qui voudraient rouvrir les camps. Le respect, c'est tout ce qu'on demande. Alors je voyage un peu partout en Europe, et en France c'est quelque chose d'inhabituel, peut-être du fait d'une certaine ignorance. Par exemple, le triangle noir réservé aux lesbiennes fut longtemps ignoré. Ils ont raison, Monsieur Schwab et Monsieur Sell. Il faut continuer d'avoir peur. Alors c'est peut-être plus facile quand on n'est pas directement concerné. Ce texte, sa vocation à réparer le passé, c'est aussi une déclaration d'espoir et d'amour pour les jeunes d'aujourd'hui et de demain. Car la manif pour tous, qui compte toujours des soutiens dans nos chambres parlementaires, mais aussi au gouvernement, a laissé des traces. C'est vrai qu'on pensait que l'homophobie avait été oubliée, qu'elle appartenait au passé, mais leurs manifs, leurs paroles, leurs prises de position sont venues nous rappeler que l'homophobie était juste discrète, mais pas disparue, et qu'aujourd'hui encore, elle a pignon sur rue dans les plus grands ministères de ce gouvernement. Car les LGBT n'ont pas oublié ni l'histoire, ni la peur que cette haine ressurgisse. Encore une fois, plus dure et plus violente. Les violences institutionnelles, les internements, les gardes à vue du fait de l'orientation sexuelle n'appartiennent pas pour tout le monde à un passé si lointain. Alors, chers collègues, votons enfin ce texte. Renforçons-le et votons-le une fois pour toutes. Donnons à la liberté d'aimer toute sa place dans notre République, elle le mérite bien. Réparons le passé pour qu'aimer se conjugue au présent et surtout au futur, pour toutes et toutes, sans distinction, sans peur et plus jamais la honte. Bon, vu les discussions qu'on a eues tout à l'heure sur le genre, supposé ou réel, je ne suis pas tout à fait persuadée qu'à ma droite, ce soit gagné. Le groupe écologiste, je ne donne aucune leçon, je cite des faits, le groupe écologiste votera évidemment pour ce texte et nous rappelons à toute la communauté gay, lesbienne, bi, trans, queer, que non seulement nous reconnaissons les erreurs du passé, mais que nous sommes en plus heureux et fiers de leurs amours. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Elsa Faution pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le 20 décembre 1981, la proposition de loi qui entendait dépénaliser l'homosexualité était examinée. Gisèle Halimi, rapporteure, affirmait ici alors que la norme sexuelle ne se définit pas, elle se dessine à l'échelle de chaque corps, de chaque enfance, de chaque culture, de chaque plaisir. Je constate aujourd'hui qu'encore beaucoup, trop, combattent ces propos, exècrent même ces propos, que l'homophobie perdure dans notre société et qu'elle continue de créer au quotidien de multiples souffrances. Ces propos sont donc les propos tenus il y a 40 ans, conservent une actualité, une importance. Il y a les réactionnaires qui guettent et nous croyons que ce n'est pas le pinkwashing qui fera obstacle à la culture homophobe de notre société et qu'il faut s'atteler à détricoter cette culture homophobe. Oui, le combat n'est pas fini, mais je crois que la proposition de loi que nous examinons ce soir est nécessaire. Elle est nécessaire pour la réparation, mais elle est aussi, à notre sens, une pierre politique, symbolique de plus dans la lutte contre les LGBT-phobies. Alors au Sénat, cette proposition de loi a été vidée en partie de son contenu initial. Les débats ont tenté d'absoudre de ses responsabilités l'État face à ces discriminations abjectes et ces persécutions pourtant documentées. Je crois que ces refus dans les débats du Sénat disent quelque chose de ce qui persiste aujourd'hui dans la nécessaire analyse que nous devons porter pour pouvoir combattre efficacement l'homophobie. Alors les sénateurs, d'une part, ont cherché à renier l'existence de lois homophobes à l'origine non seulement de souffrances, mais aussi de persécutions. Et selon certains sénateurs, les souffrances vécues par les homosexuels sur cette période seraient en fait le fait d'éléments extérieurs et non de la loi elle-même. Or, la loi, jusqu'en 1982, pénalisait l'homosexualité. Par ailleurs, il n'est pas question seulement de mesures pénales. Il s'agit également d'un corpus législatif répressif
qui a relégué l'homosexualité et les personnes homosexuelles aux marges de la société. Je pense notamment à l'obligation pour un locataire d'occuper son logement en bon père de famille, supprimée en 1983, et celle pour les fonctionnaires d'être de bonne moralité, supprimée en 1984. Deuxième problème, à notre sens, posé par les suppressions du Sénat, le fait qu'il a souhaité supprimer le régime de Vichy dans la période de reconnaissance de responsabilité, au motif que ce régime n'est pas la République. C'est un argument de circonstance qui tente de dissimuler la permanence d'une homophobie d'État. Parce que c'est bien sous le régime de Vichy que la France instaure une majorité sexuelle de 21 ans pour les personnes homosexuelles quand elle est établie à 13 ans pour les personnes hétérosexuelles, et que cette discrimination a légitimé la persécution et l'arrestation de dizaines de milliers d'hommes dans notre pays, et quelques centaines d'entre eux furent déportés depuis la France vers les camps de rééducation et de concentration. Mais il y a bien une continuité juridique entre le régime de Vichy et les lois en vigueur sous la 4e République. Il faudra attendre la loi Forny de 1982 pour mettre un terme à la répression pénale de l'homosexualité en France. C'est cette même année que le ministre de la Santé, le communiste Jacques Ralite, 10 ans avant l'OMS, retira l'homosexualité de la liste des maladies mentales. L'exigence de réparation aussi a été supprimée au Sénat au motif qu'il serait difficile de calculer le nombre de personnes concernées, de prouver que ces persécutions ou déportations ont été faites au motif de son homosexualité. Il y a évidemment besoin aujourd'hui que la recherche en ce domaine soit reconnue, que la mémoire puisse vivre, et ça fait partie des amendements que nous soutiendrons. C'est pourtant un travail d'enquête possible à réaliser au vu de l'application et de l'efficience des lois de reconnaissance et réparation dans les autres pays européens tels que l'Espagne, le Canada, l'Allemagne. Tous ces pays ont réparé financièrement ces persécutions. Car reconnaître sans réparer, ce n'est pas reconnaître pleinement. Cette réparation est éminemment importante pour l'objectif visé. L'objectif, c'est que la République reconnaisse sans ambages sa responsabilité pour avoir maintenu en vigueur, entre 1945 et 1982, des infractions à caractère discriminatoire spécifiques à l'homosexualité. Le nouveau texte issu de la Commission rétablit la réparation financière et la Commission chargée de statuer sur les demandes de réparation financière. Nous pensons que c'est un pas très important qui certes appelle des suites et des améliorations. Nous tenterons d'y participer, mais nous le voterons évidemment avec conviction et dans un esprit de lutte à poursuivre. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois. Donc la condamnation, la criminalisation de l'homosexualité créée par Vichy et maintenue à la Libération fait partie des pages sombres de notre histoire. Nous parlons d'années de discrimination, des actions qui constituent des fautes pour lesquelles l'État et la République sont responsables. Permettez-moi de rappeler d'emblée que si en France il est possible de parler au passé pour évoquer cette répression légale et judiciaire orchestrée par l'État, il existe encore de trop nombreux pays dans lesquels cette répression est la norme. À tout hasard, je pourrais citer le Qatar, que notre pays et notre Assemblée ont accueilli encore il y a avec tous les honneurs de la République. Je tiens à me faire le relais de ceux, notamment Amnesty International, qui demandent que Manuel Guerrero, un ressortissant mexico-britannique détenu en raison de son homosexualité depuis février au Qatar, soit libéré. Après cet écart, même s'il me semble qu'il est toujours important de parler de ce qui se passe, j'en reviens au passé et à notre texte. Un texte qui va dans le bon sens de l'histoire. Car l'histoire n'a pas toujours un bon sens, elle peut avoir aussi un mauvais sens. Après l'amnistie de 1981, après la dépénalisation de l'homosexualité en 1982, grâce au combat de Robert Badinter et de Gisèle Halimi, ce texte reconnaît la responsabilité de notre pays dans cette répression pénale. On se demande toujours quelle peut et quelle doit être la place du Parlement dans cette politique mémorielle. Les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient à juste titre se demander une loi pour dire ce qui a été passé, pourquoi faire. La réponse est au-delà de la portée symbolique.
Il me paraît essentiel que l'État ne détourne plus le regard sur ses propres fautes, qu'il puisse dire pardon et surtout qu'il puisse porter réparation. Alors bien entendu, comme au Sénat, la période historique à couvrir a fait débat en commission des lois. Faut-il y inclure Vichy ou au contraire ne reconnaître la responsabilité de l'État qu'à partir de 1945 ? Notre groupe estime essentiel d'inclure la répression pénale de l'homosexualité dès 1942 dans cette loi. Nous tenons à rappeler que c'est Vichy qui a réintroduit cette répression dans notre législation, alors même, et certains orateurs l'ont dit, que les révolutionnaires l'avaient abolie. Vichy est malheureusement la part obscure de l'histoire de France. Vichy est un pouvoir légal. 80 députés seulement ont refusé les pleins pouvoirs au maréchal, qui s'est ensuite compromis dans la collaboration évidemment à l'appareil nazi et à l'appareil de guerre, mais aussi collaboration idéologique, où évidemment les Juifs ont été les premiers à payer et dont un certain nombre ont été pris chez eux par l'État français et donnés aux Allemands. C'est une histoire, les communistes et les homosexuels. C'est là où je voulais en venir. Il y a effectivement quelques homosexuels qui ont fini en camp de concentration. Donc, notre groupe se satisfait donc de la rédaction issue de la Commission qui fait mention de la loi du 6 août 1942. Enfin, je tiens surtout à saluer le rétablissement du droit de réparation qui avait été supprimé au Sénat. Sans ce droit, cette loi aurait eu des airs de responsable, mais pas coupable. Refuser d'indemniser les victimes aurait été une négation implicite de leur préjudice. Ce droit à réparation, qui devra être déployé par une commission dédiée au traitement des dossiers et à l'accompagnement des victimes, constitue le second volet indispensable à nos yeux de cette proposition de loi. En conclusion, vous comprendrez, c'est sans réserve que notre groupe votera pour ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant Monsieur David Valence pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, la moitié de la vie d'une femme ou d'un homme, 43 ans, c'est ce qui nous sépare d'un temps où les amours, le désir homosexuel étaient regardés comme dangereux pour l'ordre social et envisagés de façon discriminatoire par le droit de notre pays, la France. Or, il s'agissait en réalité d'une triple discrimination. Discrimination par l'établissement en 1942 d'une majorité sexuelle différente de ce qu'elle était pour les amours et le désir hétérosexuel, renvoyant implicitement à cet atroce poncif homophobe qui associe homosexualité à pédophilie. Distinction par l'établissement en 1960 d'une circonstance aggravante en cas de relation homosexuelle pour les outrages publics à la pudeur. Discrimination par l'assimilation officielle de l'homosexualité à un fléau social comparable à l'alcoolisme, à la tuberculose, à la prostitution, fléau social qu'on devait alors traiter. Ce temps-là a donc pris fin il y a à peine 42 ans, grâce à l'obstination de pionniers comme le sénateur radical Henri Caillavet dès 1978, puis aux socialistes Gisèle Halimi, Raymond Forny et Robert Badinter, infatigables combattants de l'égalité des droits en 1981-1982. Le combat n'est hélas pas achevé et nous sommes nombreux à pouvoir témoigner, hélas, y compris dans cet hémicycle, qu'être homosexuel en France, c'est encore courir le risque accru du harcèlement à l'école, au collège, au lycée. C'est encore courir le risque du harcèlement dans son travail, dans sa vie publique ou dans sa famille. La proposition de loi que nous examinons ce soir propose de reconnaître la responsabilité de la nation dans la discrimination à base légale qu'eurent à subir les homosexuels en France de 1942 à 1982 et à réparer l'épreuve traversée par ceux qui furent arrêtés, emprisonnés et condamnés pour cela. Le sénateur socialiste Hussein Bourgi est à l'initiative de cette proposition de loi et nous saluons au groupe Renaissance son engagement. Les débats au Sénat et en commission à l'Assemblée nationale ont d'ores et déjà permis d'ouvrir un chemin vers une heureuse issue pour la navette parlementaire. En tout cas, je veux le croire. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, en commission des lois, ont par exemple exprimé leur accord
sur l'inopportunité de définir un nouveau délit de négationnisme ou de minoration de la déportation des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale, la contestation de crimes contre l'humanité étant déjà embrassée par l'article 24 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. En revanche, la commission des lois de l'Assemblée nationale a retenu l'amendement de réécriture que j'avais proposé pour établir à 1942 le point de départ de cette reconnaissance de responsabilité de la nation dans les discriminations à base légale subies par les homosexuels. La responsabilité de la nation, c'est-à-dire la responsabilité d'un ordre juridique correspondant à un ordre social, remonte bien à l'adoption de la loi du 6 août 1942, malheureusement confirmée à la Libération par l'ordonnance du 8 février 1945. En outre, attachés au principe d'une réparation financière, les commissaires aux lois ont rétabli les articles 3 et 4 qui avaient été supprimés au Sénat. Le groupe Renaissance a été à l'initiative ou en soutien de ces heureuses évolutions, comme le rapporteur Hervé Solignac, dont le travail doit ici être salué. Il convient dès lors de confirmer ce soir ce vote intervenu en commission. Le nombre d'amendements déposés en séance est moins élevé qu'en commission, il faut le noter avec satisfaction, c'est une forme de reconnaissance pour le travail que nous avons effectué. La responsabilité de la nation du fait des lois n'est pas un régime juridique nouveau. Nous ne l'inventons pas ce soir. Ce régime juridique a été dégagé par le Conseil d'État en 1938. Et même si, dans ces conditions cumulatives, il faut que le législateur n'ait pas formellement exclu la réparation financière, cela va mieux en le disant et en l'écrivant dans la loi. Un deuxième critère de ce régime juridique est le respect de la prescription quadriennale, et c'est précisément pour le lever que nous reconnaissons ce soir, nous reconnaîtrons la responsabilité de la nation. Mes chers collègues, en adoptant ce texte avec, je l'espère, ce soir une majorité très large, nous ne mettrons pas fin à l'homophobie ou aux discriminations, y compris dans notre pays, mais nous accomplirons une œuvre d'égalité, de mémoire et de réparation. Nous enverrons un message à tous ceux qui souffrent encore de législation discriminatoire dans leur pays. Nous pourrons regarder avec confiance l'exemple des législateurs de 1791 qui avaient supprimé le crime de sodomie et de 1981-82 qui ont mis fin à une législation discriminatoire. Nous pourrons, si nous votons ce texte, croiser en pensée avec sérénité les regards de cette longue cohorte de victimes humiliées, violentées, parfois jusqu'à la mort sociale, avec un sentiment de justice enfin prête d'être rendu. Ils n'avaient commis aucun autre crime que d'aimer et de désirer. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Sébastien Chenu pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, je l'ai vu tout à l'heure, danser avec ses chaînes. C'est Nietzsche qui nous expliquait ainsi combien se manifeste une certaine idée de la liberté en jouant avec les conventions. Alors, ils ont été nombreux à danser avec les chaînes que la société d'alors leur avait posées, nombreux à transgresser ces lois injustes pour vivre et parfois survivre. Alors ils ont dansé et pour certains, le monde s'est arrêté. Comme l'expliquait Bernard Bousset, ultime des condamnés de ces lois du siècle dernier, à l'amende s'ajoutait la publication de la sentence dans le journal local comme une double peine infamante et humiliante. Beaucoup de ces hommes n'ont jamais revendiqué le statut de victime, car être victime, c'est ajouter un boulet aux chaînes, lorsqu'à 20 ans, on s'élance dans la vie avec une telle condamnation réservée alors aux seuls homosexuels. Certes, la loi d'amnistie a effacé, et c'est heureux, des casiers l'existence de ces condamnations, comme s'efface sur la joue la marque d'une gifle. Reste l'humiliation, la honte, et comme le dit toujours Bernard Bousset, les fantômes sont toujours là. Alors ce soir, nous allons réparer ce que notre nation a commis, sans chercher à instrumentaliser la douleur des intéressés, regardant la société d'hier, et ce n'est pas simple, avec nos yeux d'aujourd'hui, et en se disant que nous allons tous ensemble unir, réunir, réconcilier, peut-être même réconforter. Le Rassemblement national apportera son soutien à ce travail de concorde. Ainsi, nous nous mettrons dans les pas de ces politiques, et je pense à quelqu'un que vous avez oublié les uns et les autres, l'ancienne ministre giscardienne, Monique Pelletier, qui fera abroger en 1980, avant la gauche, l'amendement Mirguet qui aggravait la législation envers les homosexuels,
je veux ici la saluer. Cette loi porte en elle, elle a été secrétaire d'État à la justice d'ailleurs, cette loi porte en elle une forte dimension symbolique. Nous ne souhaitons pas, comme d'autres, la dénaturer par des enjeux qui paraîtraient mercantiles, que les intéressés d'ailleurs ne réclament pas, et qui tendraient à réduire notre texte à une simple création d'allocations. Ce n'est pas son objet. Nous allons ensemble reconnaître que la nation a discriminé certains de nos compatriotes qui n'ont ni porte-parole autoproclamé, ni autre histoire que celle qui leur avait été assignée par une loi honteuse. Ce texte n'enferme pas, il libère. Ce texte ne crée pas de catégorie, il universalise. En effet, difficile de dire qu'il existe une communauté tant les individus, les attentes, les goûts, les idées, les ambitions sont différentes. En revanche, elle existe souvent, cette communauté, dans le discours et les actes de ceux qui ont voulu les effacer ou les dégrader. À l'heure des replis identitaires, ce texte vient de façon universaliste dire que la loi doit être la même pour tous, homo comme hétéro, sans avoir besoin d'ailleurs d'une incitation à une transparence ou à une codification communautaire. Chacun est libre de vivre sans mot d'ordre obligatoire dicté par les uns ou par les autres. Bien sûr, ce texte ne résoudra cependant pas les chantiers qui demeurent. Je pense bien entendu à l'homophobie, les menaces qui pèsent sur les homosexuels dans nos sociétés modernes, comme elles pèsent sur les femmes, les juifs et émanant des islamistes. Les 13 pays qui tuent, les 60 pays qui emprisonnent pour ce fait, tous du même côté du globe. Elle permettra de réhabiliter la mémoire de nos compatriotes qui, des tribunaux, des arrière-salles, des geôles, des caves auxquelles ils étaient habitués, rejoindront le jardin extraordinaire chanté par Charles Trenet. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Comprenne qui pourra. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Andy Kerbrat pour le groupe de la France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je cite. Un PD, normalement, il doit rester chez lui. Il doit rester dans son placard, et même mort, ce qui a été le cas à l'époque du sida, il doit ne jamais sortir de son placard. C'était très difficile. On était taxés de malades mentaux, donc on devait faire face à la police, aux rafles policières et aux casseurs de PD. Ces paroles sont celles de Michel Chomara, victime de cette homophobie d'État, icône lyonnaise, militant de la mémoire, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer la semaine dernière. C'était juste injuste et infâme. Mais cette première injustice a été réparée par la lutte des homosexuels eux-mêmes, les militants du Front homosexuel d'action révolutionnaire, de l'association Choisir, des groupes homosexuels de libération, une lutte traduite par la loi par Raymond Fourny, portée par Gisèle Halimi et portée par Robert Badinter. Il aura fallu 40 ans pour abolir le délit d'homosexualité et 42 pour en reconnaître la faute morale et la nécessaire réparation et réhabilitation de ces hommes et femmes dont les vies et les désirs furent brisés et meurtris. Enfin, une loi pour réparer l'injustice, celle d'une homophobie institutionnelle, structurelle et assumée, une vraie homophobie d'État, d'une haine qui a traversé tout le 19e siècle et tout le 20e siècle. Si les révolutionnaires de 1791 ont mis fin au crime de sodomie, la répression de l'homosexualité n'a jamais pris fin. Cette ignominie est même affirmée et codifiée par le régime collaborationniste de Pétain en 1942. Le Conseil national de la résistance maintiendra cette législation qui sera même renforcée en 1960 par Michel Debré, alors garde des Sceaux, en prétendant lutter contre un fléau social. Ce sont ceux des militants de la libération sexuelle et homosexuelle qu'ils traquent. C'est la chasse jusque dans les lieux privés de ce fléau, de ces gens dont le seul crime était d'aimer et désirer. Cette répression pénale est également suivie par une mise au blanc de la société. Car le fonctionnaire se devait d'être moralement irréprochable. Le ou la locataire devait gérer son logement en bon père ou mère de famille. Ces gens-là étaient exclus automatiquement de la fonction publique ainsi que de leur logement si le bailleur était un peu zélé. Les répressions pénales et sociales ont été également secondées par une violence psychologique et physique inouïe. En France, on internait systématiquement des lesbiennes, certains pratiquaient même des viols correctifs pour chasser le vice. On électrocutait les homosexuels, espérant que le choc les remettrait dans le droit chemin, sans oublier toutes les bondieuseries et les violences générées par les fanatiques de toutes les chapelles. Cette proposition essentielle
du sénateur Bourgi, que nous saluons aujourd'hui, correspond aux standards actuels d'autres États européens. Dans sa version votée en commission des lois, elle permettrait de combler un retard de la France en matière de réparation accordée à des personnes victimes de lois homophobes. Il y a 11 ans, les Pays-Bas se sont engagés dans une telle voie. Dès 2010, l'Allemagne a regretté sa législation homophobe de la RFA, permettant aux personnes victimes d'obtenir réparation. Très récemment, l'Autriche a décidé d'en faire de même. Et enfin, la Belgique est aussi sur cette voie. Et ce n'est peut-être pas plus mal de poser cet acte-là aujourd'hui, alors que l'extrême droite européenne n'a jamais cessé de casser du PD, nous promettre des zones sans LGBT et l'interdiction de la propagande homosexuelle, qui n'est rien d'autre en soi qu'un retour à l'atteinte à la pudeur et à leurs bonnes mœurs. 12 pays condamnent toujours les homosexuels à la peine de mort, 69 pénalisent l'homosexualité. Une pénalisation à laquelle la France a pris part dans ses anciennes colonies en exportant son code pénal, toujours en application dans ces pays. Pour réparer cette infamie, notre engagement pour la dépénalisation universelle doit être sans faille et sans tergiversation. Nos mains ne doivent pas trembler quand il faut accueillir des personnes LGBT tchétchènes, ougandaises, russes, iraniennes, égyptiennes et toutes les autres. Nous avons été à gauche, et j'en suis fier avec la France insoumise, les seuls à demander la reconnaissance de la réparation dès 2021. Nous avons gagné en commission la réintroduction de la réparation financière des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. Cette loi n'a pas de valeur sans indemnisation des victimes. C'est le principe même de notre droit de la responsabilité depuis le Code de 1804, mais c'est aussi la devise du Premier ministre Attal. Tu casses, tu répares. L'État français a cassé des vies, les a brisées en 1000 morceaux et les a marginalisées. À notre République de les réparer et les réhabiliter aujourd'hui. Il faut s'atteler sur la réparation collective qui passe par la recherche sur cette répression, ces fiches roses des préfectures, ces discriminations, et par des lieux de mémoire et le soutien au travail des archives LGBT. Notre histoire est complexe, de la discrimination à l'indifférence. Nous sommes passés par la dépénalisation. Mais nous n'oublions pas nos tortionnaires, nos morts du sida, que certains sur ce banc voulaient enfermer dans des sidatoriums, les casseurs de PD d'hier et d'aujourd'hui. Cette homophobie systémique se perpétue par l'indifférence qui persiste. Ce soir, avec ce texte, les homophobes subissent une défaite. Travailler sur notre histoire nous vaccine et nous évite de la revivre. Et je finis avec ces mots de Michel Chomara. Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous êtes appelés à la revivre. Et par les temps qui courent, je dis attention. Toutes les minorités, mais encore plus les minorités sexuelles, donc les homosexuels, sont en sursis. Ce soir, Michel, nous tirons les cendres de notre histoire. Merci à toi et à toutes celles et ceux qui, en tribune, portent ce combat. Je vous remercie. Et le dernier orateur, M. Maxime Minot, pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Dans le couloir, le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté criaient. Les injures se succédaient avec les coups et mon silence toujours. Pédale, pédé, tantouze, enculé, tarlouse, pédale douce, baltringue, tapette, fiotte, tafiole, tanche, folasse, grosse tante, tata, l'homosexuel, le gay. Certaines fois, nous nous croisions dans l'escalier bondé d'élèves, ou autre part, au milieu de la cour. Il ne pouvait pas me frapper au vu de tous, il n'était pas si stupide. Il aurait pu être renvoyé. Il se contentait d'une injure, juste pédé. Personne n'y prenait garde autour, mais tout le monde l'entendait. Je pense que tout le monde l'entendait puisque je me souviens des sourires de satisfaction qui apparaissaient sur le visage d'autres, dans la cour ou dans le couloir, comme le plaisir de voir et d'entendre le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté rendre justice, dire ce que tout le monde pensait tout bas, et chuchoter sur mon passage que j'entendais « Regarde, ces belles gueules, la pédale ». Il y a 10 ans, en janvier 2014, paraissait En finir avec Eddie Bellegueule, le roman autobiographique d'Édouard Louis. Un texte fort qui dépeint une bien triste réalité sur la difficulté encore aujourd'hui d'être homo dans notre pays. Avant de m'assumer, de m'affirmer tel que je suis, moi, Maxime Minot, gay, j'ai dû subir également remarques et colibets. Encore récemment, avec ce tag homophobe à mon égard près de mon domicile. Alors oui, à titre personnel, je n'ose à peine imaginer le parcours de ces dizaines de milliers de personnes condamnées, souvent à de la prison, à une époque où l'homosexualité était un délit. Coupables,
mais de quelle culpabilité parlons-nous? Celle d'aimer? Oui, d'aimer un individu du même sexe. La violence des mots, ces jurons, ces insultes, ces pédés lancés à la volée venaient à s'ajouter à la crainte, à la menace des coups, à ces corps jetés dans les paniers à salade. Existait-il d'autres alternatives que de cacher, se cacher, de mentir, se mentir à soi-même? La peur, la frayeur, la panique, la terreur d'être listé, catalogué, inscrit sur ces fichiers des pédérastes et de voir sa vie bouleversée, chamboulée alors qu'elle débutait à peine. Être traqué dans son intimité, dénoncé par des voisins, par des connaissances. Oui, difficile d'imaginer pareil traitement dans notre pays. Notre Assemblée examine donc aujourd'hui un texte important qui devrait, je l'espère, recueillir un large consensus. Ce texte doit permettre de reconnaître les souffrances causées par 40 années de discrimination envers les personnes homosexuelles et de réconcilier les Français avec une page méconnue de notre histoire collective. Ce texte vise à reconnaître la responsabilité de la République française dans l'application de dispositions pénales qui ont constitué une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle des personnes. Le texte reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrance et de traumatisme pour les personnes condamnées, qui devaient, je le rappelle, se cacher pour mener leur vie privée et ont parfois eu à affronter des conséquences familiales et professionnelles de ces arrestations et condamnations. Au total, entre 10 000 et 60 000 personnes ont été condamnées en France entre 1945 et 1982. Souvenons-nous et n'oublions pas que l'homosexualité faisait encore partie des maladies mentales en France jusqu'en 1992. Ainsi, il s'agit aujourd'hui de réparer la discrimination introduite par la loi de la République entre les personnes hétérosexuelles et les personnes homosexuelles. Ce texte vise à porter réparation aux personnes condamnées au titre de l'outrage public à la pudeur prévu par l'alinéa 2 de l'article 334 du Code pénal, instauré en 1942 par le régime de Vichy et confirmé à la Libération. Cette discrimination reste une tâche pour l'honneur de notre pays qu'il faut laver. C'est donc avec beaucoup de conviction que le groupe Les Républicains soutiendra ce texte, car nous croyons que la République n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle sait reconnaître ses erreurs et se réconcilier avec son histoire. Je vous remercie. Je vous remercie. La discussion générale est close et monsieur le rapporteur, vous avez demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Rapidement, pour qu'on puisse aller au terme de l'examen de ce texte, je voudrais réagir sur 2 points à la suite des interventions qui viennent d'avoir lieu dans le cadre de cette discussion générale. Premier point, la date de 1942. Je sais qu'elle fait débat. Nous avons travaillé en commission pour faire en sorte que cette formulation ne laisse pas entendre que la République pourrait vouloir endosser la moindre responsabilité à l'égard de ce qu'a pu connaître le régime de Vichy. Il s'agit donc de faire en sorte que la nation reconnaisse le préjudice subi par l'application du code pénal. C'est très différent et je pense que nous pouvons nous retrouver sur cette expression. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, parce que je sais aussi qu'il fait débat, c'est sur la question de la reconnaissance. Je veux vous avouer moi-même que j'ai cheminé sur cette question-là, considéré probablement un temps qu'elle n'était pas nécessaire. Et la réalité, c'est que je crois que l'une ne va pas sans l'autre. Et que dès lors que l'on reconnaît, il est utile d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et parce qu'on reconnaît, on doit réparer. Alors j'ai entendu dire que c'était compliqué de réparer. Pardon, mais je pense que la France est capable de faire ce que l'Allemagne a fait, ce que le Royaume-Uni a fait, ce que l'Irlande a fait, ce que l'Espagne a fait, ce que le Canada a fait. Et nous ne ferions rien de très différent en instituant une commission nationale indépendante qui aura pour mission d'instruire les dossiers. Naturellement, ces dossiers, ce sont les demandeurs qui se tourneront vers cette commission nationale indépendante. Et puis enfin, pour terminer, je veux peut-être rappeler une triste réalité. C'est qu'un grand nombre de celles et ceux qui ont été condamnés ne sont plus de ce monde. Et que naturellement, contrairement à ce que j'ai pu entendre parfois, ce ne sont pas des milliers de dossiers qui vont affluer. Le pays qui a procédé au plus grand nombre de réparations, c'est l'Allemagne, un peu plus de 400. S'agissant de l'Espagne, un peu plus de 200. La France devrait se situer entre les deux et je pense que notre pays s'honorerait d'y parvenir. Merci. Je
vous remercie. Donc j'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi et sur l'article 1er, nous avons 2 inscrits. Le premier, Madame Laurence Cristol, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Je tiens d'abord à saluer fortement le travail de notre collègue et ami, le sénateur de l'Hérault, Hussein Bourgi, présent ce soir avec nous, à nos côtés. Initiateur de cette proposition de loi dont il nous faut ici mesurer l'importance. L'importance, puisqu'en une quarantaine d'années, dans un climat répressif plus global, ce sont plus de 10 000 personnes qui ont été persécutées, arrêtées, condamnées, la plupart du temps à des peines de prison. La loi que nous sommes en train d'examiner ne saurait se limiter à une loi symbolique de reconnaissance de la nation d'une criminalisation et de la discrimination des personnes homosexuelles. Oui, il faut reconnaître, mais oui, il faut aussi réparer, comme l'ont fait les pays voisins. C'est pourquoi je me félicite que la commission des lois ait reprécisé dans cet article 1er et ait rétabli l'article 3. C'était absolument nécessaire. Le vote de cette proposition de loi, que j'espère très large, ne doit pas enfin nous faire perdre de vue la nécessité de faire vivre cette mémoire. Nous savons en particulier la difficulté de reconnaître précisément l'ampleur de la répression judiciaire. C'est pourquoi il me semble qu'il faudra notamment, avec une vraie politique de mémoire, encourager et financer les programmes de recherche sur le sujet. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant au président Sébastien Chenu. Merci Madame la Présidente. Cet article 1er nous rappelle que notre pays, notre législation a évolué concernant ce sujet pendant l'histoire. En effet, elle a surtout été pendant un siècle et demi assez libérale, faisant abstraction finalement de l'homosexualité dans les codes divers et variés. Elle appréhendait de la même manière les auteurs, alors c'était la formulation de l'époque, d'attentats aux mœurs, qu'il s'agisse de personnes de sexe opposé ou de même sexe. C'était une certaine preuve de tolérance. C'est en réalité en 1942, il y a des éléments, des Allemands, ça marche aussi, parce que qui vont nous permettre d'en parler, que le régime de Vichy aggrave la situation. On aura l'occasion d'en parler, parce que le régime de Vichy, évidemment, ce n'est pas la République. Donc j'entends et je sais le débat qu'il y a eu, et je pense que le mot nation qui a été réintroduit va bien. Et puis ensuite, ça s'est confondu en réalité avec une époque. Ça s'est confondu avec une vision, et un décalage de plus en plus important est apparu jusque, je l'ai dit, en 1981, quand Monique Pelletier est intervenue avant les lois de 82. Donc nous voterons, nous ne sommes pas d'accord avec tous les amendements, on aura l'occasion de le dire, nous voterons pour cet article 1er qui rappelle que notre pays n'a pas à battre uniquement sa coulpe, notre pays aussi est un pays grand, beau, tolérant. Je vous remercie. Alors mes chers collègues, comme vient de le dire le rapporteur, je crois que nous espérons tous pouvoir voter ce texte ce soir. Alors, donc, on va suspendre à minuit, donc je vous invite, dans la mesure du possible, à faire des interventions brèves pour que nous puissions voter ce soir. Je vous indique que sur le vote de l'amendement 6, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Et donc, nous en arrivons aux amendements. Le premier, l'article 37, Monsieur Zetzenstuhl, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Bon, on va essayer de faire vite, mais il y a quand même des choses importantes à dire ce soir. Donc cette proposition de loi, ce n'est pas rien. Elle est effectivement fondamentale et elle donne à voir ou à revoir les heures les plus sombres de l'histoire de France, qui est aussi celle de l'Europe. Et je tiens notamment à remercier ma collègue alsacienne Sandra Rogol d'avoir rappelé le destin particulier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans ce drame. Le passage du régime de Vichy à la République a été synonyme de rupture heureuse sur bien des aspects, mais elle a aussi connu ses continuités malheureuses et honteuses, s'agissant en particulier des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. Ces discriminations ont bien été institutionnalisées par la loi du 6 août 1942 sous et par l'État français. Elles ont été perpétuées, comme ça a été rappelé à de nombreuses reprises déjà ce soir, par 2 républiques, la 4e et la 5e, jusqu'en 1982. C'est donc bien de l'État dont nous parlons, c'est bien l'État, de l'État français de Vichy jusqu'à la République, qui est responsable de ce que l'on peut nommer
une homophobie d'État. Aujourd'hui, nous réparons, mais je pense que pour bien réparer, il faut aussi nommer clairement les choses. C'est bien l'État qui a appliqué ces dispositions et c'est l'objet du présent amendement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Merci Madame la Présidente. Ça, je comprends, Monsieur le député, l'esprit qui vous anime à travers cet amendement, mais s'agissant d'un texte de ce type, je suis d'avis qu'on ne l'alourdisse pas, si vous me le permettez. Et dans cet amendement, vous souhaitez réintroduire la responsabilité de l'État. Je rappelle que l'article 1er vise de manière très claire l'application du code pénal comme étant porteuse de préjudice, et dès lors qu'on fait état de l'application du code pénal, c'est bien l'État qui naturellement est visé, et donc votre précision n'apparaît pas utile, même si encore une fois je la comprends. C'est donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Favorable, Madame la Présidente, à cet amendement. Favorable. Je vais donc mettre... Alors, est-ce que vous le maintenez, Monsieur Zettenjoul? Très bien. Donc, je vais le mettre aux voix donc, avec un avis défavorable de la Commission et favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons à l'amendement numéro 6. Qui le défend? Monsieur Kerbrat, vous avez la parole. Oui, pour essayer de gagner du temps, je vous annonce déjà que je retire l'amendement 9 qui a de toute façon un souci d'écriture. C'est un amendement d'appel qui vise à rajouter la mention après orientation sexuelle et de genre. Pourquoi faire cette petite provocation à l'extrême droite qui nous a saoulé une partie de l'après-midi avec un de ses représentants qui ne voit que le complot woke et le transactivisme comme étant le plus grand péril de la civilisation? Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que... Attendez, mais laissez-moi défendre un amendement, collègue, tout de même. C'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, nous avons organisé la stérilisation forcée des personnes trans quand ils souhaitaient changer de genre. Et c'est une vraie problématique des trous de cette loi. Cette loi est nécessaire et ouvre une porte. Mais les personnes lesbiennes qui ont été internées, les personnes trans qui ont été stérilisées, les personnes intersexes qui subissent les mutilations sexuelles, le combat LGBTI, c'est celui-là. J'en vous tends qu'à l'extrême droite, il semblerait que ça soit un peu accessoire, qu'il n'y a pas de communauté, mais nous, on sait qui sont nos frères, nos sœurs et nos adelphes, et on mène ce combat pour elles. Alors, je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le député Kerbrat. S'il vous plaît, c'est monsieur le rapporteur à la parole, je vous remercie. Je ne suis pas sûr que vous ayez totalement défendu votre amendement, mais je vais le faire si vous le voulez bien. Votre amendement est juste sur le fond. Néanmoins, vous souhaitez réintégrer la notion de genre qui n'est pas tout à fait l'objet de cette proposition de loi. De même que cette notion d'identité de genre n'apparaît pas dans les articles du Code pénal qui nous intéressent. C'est seulement l'orientation sexuelle qui est visée. Aussi, en cohérence, ce sera une demande de retrait ou un avis défavorable. Si, monsieur le ministre, même avis. Est-ce que vous le maintenez, monsieur Kerbrat? Il est retiré. Nous en arrivons au 17. Qui nous défend l'amendement 17? Monsieur Gérard, vous avez la parole. Il y en avait deux, moi. Alors, l'amendement 17 a pour objet de tirer les conséquences de la complexité de la pratique judiciaire en matière de répression des personnes homosexuelles entre 1942 et 1982. Ce que nous enseignent les historiens, c'est que cette répression s'est appuyée sur des dispositions discriminatoires fondées sur l'orientation sexuelle, à l'instar de la majorité sexuelle fixée à 21 ans pour les actes homosexuels, l'outrage public à la pudeur aggravée, issu de l'amendement Mirguet, mais pas seulement. Elle fut aussi le fruit d'une volonté répressive qui a mobilisé tous les instruments juridiques, y compris d'autres types d'infractions génériques, telles que l'outrage public à la pudeur pour effacer les personnes homosexuelles de l'espace public et les maintenir dans un état d'angoisse et de honte. C'est pourquoi il me semble plus juste d'affirmer que la loi
dans la loi que la politique de pénalisation à l'égard des personnes homosexuelles a constitué non seulement une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, mais également une violation du droit à la vie privée des personnes condamnées en raison de leur homosexualité. Il me semble donc très important qu'une loi mémorielle comme celle que nous sommes en train de discuter ce soir soit le reflet le plus juste de l'histoire de cette répression, afin de ne pas tronquer le récit national que nous écrivons ensemble. Chers collègues. Je vous remercie. Merci d'écouter les orateurs, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur. Je m'en excuse par avance, mais je persiste à penser que votre précision, même si elle est juste dans ce que vous visez, s'agissant de l'atteinte à la vie privée, n'apporte pas fondamentalement un plus à l'article tel qu'il est aujourd'hui rédigé et qui ne contribue qu'à l'alourdir. Mais comme je crois savoir que le gouvernement va prononcer un avis favorable, je prononcerai pour ce qui me concerne en tout cas un avis de sagesse. Je vous remercie, monsieur le ministre. On vous laisse quand même donner l'avis qui est le vôtre. Oui, qui a été parfaitement anticipé par monsieur le rapporteur. C'est effectivement un avis favorable, madame la présidente. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis de sagesse et un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le numéro 30, monsieur le rapporteur. C'est simplement un amendement qui vient préciser la qualification des actes, madame la Je présidente. vous remercie. Monsieur le ministre est favorable. Je vais mettre aux voix avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 36, monsieur Zezenstuhl, il est défendu. Monsieur le rapporteur. C'est une demande de retrait, madame la présidente. Là aussi, une précision qui ne nous paraît pas fondamentalement utile dès lors qu'on parle de mesures pénales adoptées en 1942. La période n'est pas masquée, contrairement à ce que laisse supposer l'amendement en 1942, c'est le régime de Vichy. Je vous remercie, monsieur le ministre. Même avis. Est-ce que votre amendement est maintenu? Il est maintenu. Je vais le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vous indique que sur l'amendement 8, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise et sur l'article 1er par le groupe Renaissance de demande de scrutin public qui sont annoncés dans l'hémicycle. Le numéro 38, monsieur Jetzenschul, il est défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis sur le numéro 38? Là aussi, vous ajoutez un nouvel alinéa qui me paraît alourdir l'article sans le compléter sur le fond. Cet article premier est très clair. Il dit que la nation reconnaît que notre droit pénal a été discriminatoire et donc notre droit pénal, il est bien de la seule responsabilité de l'État. C'est donc une demande de retrait. Je vous remercie, monsieur le ministre. Retrait, est-ce qu'il est maintenu? Il est maintenu, donc je le mets aux voix avec un double avis défavorable. Pardon? Monsieur Chenu, vous souhaitez la parole peut-être? Vous avez la parole. J'essaye d'accélérer pour qu'on puisse voter compris, ce soir. Je dis un mot, Donc, quelques secondes, vous le souhaitez, mais on a beaucoup parlé de François Mitterrand comme étant un héros qui a beaucoup œuvré sur ces questions-là, mais enfin on oublie qu'il a aussi servi Vichy, qui a créé les lois anti-homo. Donc comme quoi, certains ont pu changer, tourner Kazakh tout au long de leur vie et de leur histoire. Donc, pas d'auréole au-dessus de la tête pour personne. Alors, je vais mettre aux voix, s'il vous plaît, je vais mettre aux voix l'amendement 38, qui a un double avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous avons des amendements identiques. Le premier, le numéro 22. Il est défendu. Le 31, monsieur Solignac. C'est un amendement rédactionnel. Je vous remercie. Monsieur le ministre, votre avis? Vous avez dit favorable. Je vais donc les mettre aux voix avec un double avis favorable, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Nous en arrivons... Alors, nous avons d'autres amendements... Alors, d'autres scrutins publics. Alors, attendez, on arrive à l'amendement numéro 5. Monsieur Kerbrat, vous avez la parole. Oui, comme on l'a dit et comme plusieurs collègues l'ont dit, cette loi est extrêmement importante aussi dans le terme de la recherche. Nous avons parlé du chiffre de 10 000 concernant l'utilisation de l'article 331-2 du Code pénal. Nous souhaitions, avec ma collègue Regol et d'autres collègues, élargir ce dispositif car il ne concerne que 10 000 personnes actuellement selon les chercheurs. Mais en réalité, la répression homophobe entre 42 et 82 pourrait être estimée à 110 000 personnes, voire plus, car nous n'avons pas la dotation en recherche. Nous demandons donc que l'État s'engage à financer beaucoup plus activement les fonds de recherche sur la culture et la lutte du droit LGBT.
Je vous remercie. Donc l'avis de monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Sur le fond, naturellement, je pense que chacun ici est favorable à ce que l'État encourage la recherche sur ces questions et sur des sujets qui, malheureusement, sont parfois les parents pauvres de la recherche. Néanmoins, je veux ici redire que votre amendement n'a pas de portée normative et que relève pas de la loi. C'est donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Même avis, monsieur Carbat, est-ce que vous le maintenez? Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous en arrivons donc au numéro 8. Alors, madame Amiot, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Avec cet amendement, nous vous proposons d'inscrire dans la loi la notion d'universalité de la lutte pour la dépénalisation de l'homosexualité à travers le monde. Aujourd'hui, à travers le monde, ce sont 60 pays qui pénalisent encore l'homosexualité, 12 qui appliquent encore la peine de mort, jusqu'à l'Ouganda récemment, qui a inscrit dans sa loi une des lois les plus répressives, les plus horribles vis-à-vis de toute personne homosexuelle. Nous avons la chance aujourd'hui, et depuis peu, il faut le saluer, d'avoir un ambassadeur aux droits LGBT qui œuvre discrètement, mais sûrement et avec des résultats, justement à la dépénalisation à travers le monde. Et nous souhaiterions qu'avec cet amendement, nous puissions inscrire dans notre droit le fait que ce poste ou tout autre qui œuvrerait à travers le monde à la dépénalisation puisse perdurer. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Bien entendu, la dépénalisation est un combat universel. J'ai eu l'occasion de rappeler dans la discussion générale combien de pays, un tiers des pays sur la planète, pénalisaient encore l'homosexualité. Mais encore une fois, cet amendement n'a pas de portée normative. Si vous me le permettez, il s'agit je crois, d'un beau sujet de résolution, en revanche, plus que d'amendement. Voilà. C'est donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Même avis, est-ce qu'il est maintenu? Il est maintenu, monsieur le président. Ah pardon, excusez-moi, j'ai été assez... voilà. Je ne vous ai pas entendu. Alors, donc, nous allons passer au vote de l'article 1er. Je vous rappelle, c'est une demande de scrutin public. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. On vote sur l'article 1er, mes chers collègues. Le scrutin est clos. Donc, votant 170, exprimé 170, majorité 86 pour 170, l'Assemblée nationale a adopté. Je vous indique que sur le vote de l'amendement 32, de l'amendement 33, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Nous en arrivons donc à l'article 3 et j'ai monsieur David Valence qui est inscrit sur l'article. Madame la Présidente, cet article 3 porte sur le principe de réparation, chacun l'aura bien compris. Mais je voudrais, pour la clarté de nos débats, saluer le fait que le groupe Les Républicains et le groupe du Rassemblement national se soient résolus à soutenir l'article 1er, alors que pour les uns, ils étaient absents en commission et pour les autres, ils avaient indiqué qu'ils voteraient contre, puisque c'est la position qui avait été établie pour le groupe Les Républicains. Monsieur Di Filippo avait dit qu'il était hostile à la reconnaissance de la responsabilité de la nation depuis 1942. Donc je me satisfais que le groupe du Rassemblement national soit abondamment présent alors qu'il avait volontairement déserté les bancs de la commission des lois sur l'examen de ce texte et que le groupe Les Républicains ait changé de position. Si le texte nous arrive dans la version actuelle, c'est bien grâce au soutien de la majorité et des groupes de la NUPES et je crois qu'il faut le rappeler. La parole est maintenant au président Sébastien Chenu. Merci Madame la Présidente. Tout à l'heure, on a eu
à un exposé de notre collègue Amiot qui nous a parlé de l'ambassadeur aux droits LGBT. C'est intéressant. Mais moi, je propose à Madame Amiot d'être elle-même ambassadrice. Parce que vous nous avez parlé de l'Ouganda, qui est un régime de gauche, vous nous avez parlé toute la journée des territoires palestiniens. Eh bien, voyez-vous, dans ces pays ou dans ces territoires, on fait de la prison lorsqu'on est homosexuel. Donc, occupez-vous peut-être d'aller porter la bonne parole chez vos copains au lieu de donner des leçons à la terre entière. Alors, monsieur Andy Kerbrat, vous avez la parole. Sur l'article 3, si c'est possible. Oui, je vous remercie. sur l'article 3 qui est nécessaire, qui concerne la réparation. C'est le sujet, principalement. La réparation, j'ai commencé à parler de la nécessité de la recherche. Là, actuellement, selon cette loi, ça sera 10 000 personnes potentielles. N'oubliez pas que l'épidémie de VIH est passée. On ne sait pas actuellement exactement combien de ces victimes de l'homophobie d'État existent et sont encore ensemble. Nous avons de la chance, et nous l'étudierons dans l'article 4, d'avoir des fonds de recherche, des archives LGBT, communautaires, publiques ou privées, sur lesquelles la Commission devra s'appuyer pour faire la recherche de ces victimes. Car il ne faut pas être que dans l'attente, parce que, messieurs les hétérosexuels, moi, j'attends pas, je n'ai pas besoin de venir demander, ce serait trop triste. Non, ça sera à l'État de venir aussi chercher les victimes. Donc aujourd'hui, nous allons voter une belle indemnisation. Beaucoup de victimes l'attendent. Et face aux mensonges de l'extrême droite qui disent que les victimes n'en voulaient pas, écoutez, vous avez qu'à écouter Michel Chomara. Alors, nous en arrivons aux amendements à l'article. Nous avons des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le premier, le 32, monsieur Solignac, vous avez la parole. C'est un amendement rédactionnel. D'ailleurs, il est curieux de constater des demandes de scrutin public sur des amendements rédactionnels. Et je le retire, Madame la Présidente, au profit du 23 de monsieur Raphaël Gérard pour aller vite. Au profit de monsieur Gérard. Très bien. Alors, monsieur Gérard, le 23, il est défendu. Monsieur le ministre, votre avis? Sagesse. Donc, je vais pouvoir le mettre aux voix avec un avis favorable de la commission. Sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons à l'amendement 33, monsieur Solignac. C'est aussi un amendement rédactionnel, Madame la Présidente. Je vous remercie, monsieur le ministre. Vous êtes favorable. C'est un scrutin public, l'amendement 33, donc avec un double avis favorable. Commission, gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 171, exprimé 142, majorité 72, pour 142, l'Assemblée nationale a adopté. Nous en arrivons au vote de l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons à l'article 4. Et donc je vous annonce sur l'amendement 10, j'ai une demande de scrutin public du groupe de la France Insoumise qui est annoncée dans notre enceinte. Nous avons des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le premier, le 24. Monsieur Gérard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. À mon sens, cette loi de reconnaissance et de réparation n'a de sens que si elle s'accompagne d'une forme de réparation symbolique et collective. Pour ce faire, elle est tournée vers l'avenir et s'inscrit dans une démarche volontariste en matière de mémoire. Une mémoire qu'il faut nourrir, qu'il faut transmettre et qu'il faut diffuser. Ainsi, le présent amendement propose de compléter les missions de la commission mentionnées à l'article 4 afin que, d'une part, elle joue un rôle actif dans l'identification des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982, et d'autre part, qu'elle fasse œuvre de mémoire. Cette mission a vocation à s'exercer de manière complémentaire avec des travaux d'autres acteurs de la mémoire, qu'il s'agisse d'historiens ou de chercheurs, d'associations œuvrant dans le champ de la mémoire. Cette rédaction s'inspire du rôle confié à la commission chargée d'examiner les demandes de réparation des harkis et de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de ces personnes. Je vous remercie. Donc nous avons aussi le 34, monsieur Solignac. L'amendement numéro 34 qui a été co-signé par plusieurs députés issus de plusieurs bancs et je les en remercie, prévoit que la Commission nationale indépendante ait également une fonction mémorielle et un recueil et un rôle de transmission de la mémoire des discriminations subies.
Cela fait suite à un certain nombre d'auditions que nous avons pu tenir. Également, les débats qui ont eu lieu en commission des lois ont rappelé la nécessité d'encourager une meilleure connaissance historique de cette question. Et donc, c'est l'objet de cet amendement numéro 34. Je vous remercie. Alors, si vous voulez bien me donner vos avis, alors même si je m'imagine que vous êtes favorable au vôtre, hein, mais... Sur l'amendement de M. Gérard, l'amendement numéro 24, d'abord, dans cet amendement, M. Gérard propose de préciser explicitement que la Commission pourra entendre à leur demande les personnes condamnées pour homosexualité. C'est précisément le rôle qui est prévu déjà, et donc son amendement me paraît assez satisfait. Par ailleurs, il est redondant puisqu'il recoupe l'amendement 34 que je viens de présenter, en conséquence de quoi c'est une demande de retrait sur cet amendement numéro 24 au profit du 34 d'une certaine manière. Je vous remercie. Et Monsieur le Ministre, vos avis sur ces amendements? Alors Monsieur Gérard retire le 24, hein, c'est bien ça. Donc sur le 34, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. À notre sens, la Commission souhaitait essentiellement pour objet la mise en œuvre de l'indemnisation qui est prévue à l'article 3, et il nous semble qu'il n'est pas opportun d'élargir son champ d'action. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces deux amendements. Alors, je vais donc mettre aux voix l'amendement 34, qui est un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons donc... Alors, attendez, alors là... Oui, non, c'est bon, pardon, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait le sous-amendement que je n'avais pas vu. Alors, attendez, comment c'est présenté? Oh bah écoutez, chers collègues, excusez-moi, j'essaye de faire les choses correctement parce que j'ai donc l'amendement numéro 10. Monsieur Kerbrad, vous avez la parole. Et sous-amendé par le rapporteur que je salue et que je salue aussi pour l'écoute et le travail transpartisan qu'il a su avoir sur l'intégralité de ce texte au sein de la Commission et aujourd'hui. Nous proposons par cet amendement d'ajouter à la Commission les représentations d'associations de défense des droits des personnes LGBTQIA+. Nous souhaitons préciser que les personnalités issues du monde associatif qui seront membres de cette commission fassent partie en effet des associations de défense des droits des personnes, car la dépénalisation de l'homosexualité a été un long combat mené par des luttes sociales de personnes et associations de défense de droits qui continuent aujourd'hui ce travail. Les actes LGBT-phobes ont augmenté de 129% depuis 2016. Il est essentiel que de telles associations soient représentées dans la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité. On ne fera pas, comme ça a été le cas pour tout le reste, comme ça a été le cas pour la dépénalisation, comme ça a été le cas pour le Pacs, comme ça a été le cas pour le mariage pour tous, comme ça a été le cas pour cette loi aujourd'hui, sans les personnes homosexuelles qui sont à chaque fois proactives dans leur combat. La conquête de ces droits ne s'est jamais faite par une volonté simple du législateur, mais par les personnes qui mènent le combat par eux-mêmes. Je vous remercie. Le sous-amendement 40, Monsieur Solignac. Oui, Madame la Présidente, je veux d'abord redire combien naturellement il est légitime que les associations de défense des droits LGBT puissent être partie prenante de cette commission nationale. Ce sera donc un avis favorable sous réserve de l'acceptation du sous-amendement que j'ai présenté, qui est simplement un amendement rédactionnel qui propose de reprendre la formulation employée à l'article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 pour désigner les associations de défense des droits des personnes LGBT. Donc il s'agit en quelque sorte de reprendre l'expression consacrée pour consolider cet amendement. Voilà, donc avis favorable sous réserve d'acceptation du sous-amendement numéro 40. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vos avis s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, nous préférons la formulation actuelle de l'article 4, plus large, et qui nous semble préférable aux amendements en ce qu'elle ne contraint pas le choix des personnalités les plus adaptées pour cette mission importante. Défavorable aux deux amendements. Défavorable donc sur les deux
point. Donc je vous rappelle. Alors attendez, on va déjà voter donc le sous-amendement 40 qui a un avis donc favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Alors c'est à main levée celui-ci qui est pour, qui est contre. Alors est-ce que je peux vous demander un scrutin public, hein, on est d'accord. Donc je vous demande de regagner vos places s'il vous plaît. Donc on est sur le sous. Merci de regagner vos places. Donc le sous-amendement 40, avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc votant 178, exprimé 176, majorité 89 pour 64, contre 112. L'Assemblée n'a pas adopté ce sous-amendement. Nous avons donc l'amendement numéro 10, et donc c'est un avis défavorable, monsieur le rapporteur, hein, puisque votre sous-amendement n'a pas été adopté. Non, mais c'est parce que c'est ce que vous aviez dit, sous réserve de l'adoption de votre amendement. Bien sûr, donc, mais alors, certes, mon amendement n'a pas été adopté. Néanmoins, l'amendement de monsieur Kerbrat n'est pas non plus sans fondement, donc c'est un avis de sagesse. Sagesse. Alors, donc, c'est un scrutin public également. Merci de rester à votre place. Donc, commission, un avis de sagesse et le gouvernement défavorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 178, exprimé 176, majorité 89 pour 64, contre 112, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement 25, monsieur Gérard. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Cet amendement me pose un sérieux problème. Vous précisez dans votre amendement que le rapport rend compte des témoignages recueillis, ce qui impliquerait qu'ils soient rendus publics. Et je pense, chers collègues, que vous comprendrez que si on rend les témoignages publics, cela peut constituer un frein aux demandes de réparation. Par ailleurs, je rajoute que s'agissant d'une commission nationale, il est d'usage qu'elle rende un rapport annuel, et donc je crois qu'on n'a pas besoin de ce type d'amendement. C'est donc une demande de retrait. Non, c'est plutôt une demande d'avis défavorable, Madame la Présidente, pour le coup. Défavorable. Monsieur le ministre, défavorable également. Est-ce que vous le maintenez, monsieur Gérard? Il est retiré. Je vais mettre aux voix donc l'article 4. L'article qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Alors, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public sur la proposition de loi. Je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée. Nous en arrivons à l'article additionnel après l'article 4, le numéro 35. Monsieur Solignac, vous avez la parole. Il s'agit d'exempter d'impôts et de CSG et de CRDS les allocations financières qui seraient versées à titre de réparation. Je rappelle que c'est déjà le cas pour les sommes versées aux harkis depuis la loi de février 2022. C'était également le cas s'agissant des aides financières versées aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, au nom de cette jurisprudence, entre guillemets, bien entendu, il paraît souhaitable que ceux qui seront indemnisés soient exemptés d'impôts et de CSG. Je vous remercie. Monsieur le ministre, votre avis, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, premièrement, le gouvernement, vous le savez, est attaché à ce que les mesures fiscales soient examinées dans le cadre des projets de loi de finances. Deuxièmement, dans la mesure où les réparations financières versées feraient l'objet d'un versement unique, elles seront hors champ de l'impôt sur le revenu sans qu'il soit besoin de le prévoir expressément dans la loi. Troisièmement, la mesure proposée est déjà satisfaite et j'y suis défavorable. Je vous remercie. Alors, je vais donc le mettre aux voix avec... Alors, il est retiré. Le numéro 15, monsieur Gérard. Il est défendu, monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Monsieur le ministre, même avis. Je vais le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le numéro 3, il est défendu, monsieur le rapporteur. Votre avis? C'est également un avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre.
C'est un avis de sagesse en ce qui concerne le gouvernement, Madame la Présidente. C'est donc un avis de sagesse. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable de la commission. Sagesse du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le numéro 2, il est défendu. Monsieur le rapporteur, merci pour votre aide, Monsieur Minot. Monsieur le rapporteur, sur le numéro 2, votre avis, s'il vous plaît. Un avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Également, je vais le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le numéro 11, Madame Obono, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente. Donc, il s'agit d'une demande de rapport permettant de déterminer le plus clairement possible le nombre de personnes condamnées pour homosexualité en France entre 1942 et 1982. Ce n'est pas encore le cas. Il manque notamment les chiffres concernant les années 1942 et 1945 et 78 et 82 qui ne sont pas reportés. Les victimes existent pourtant, elles qui ont été réduites au silence, qui ont vécu l'opprobre, le licenciement, la rupture des liens familiaux, voire la mort sociale. Il nous semble donc nécessaire d'avoir des éléments complets sur les répercussions de cette loi issue de Vichy afin de permettre, y compris une formation la plus large possible des différents publics et surtout avancer sur le chemin de la réparation mémorielle et financière. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. En guise de réponse, deux éléments. Premièrement, ce travail, de mon point de vue, doit être fait par les chercheurs et notamment par les historiens plutôt que par les services des ministères de la Justice ou de l'Intérieur. C'est même une certitude. Deuxièmement, le travail que vous demandez est absolument colossal parce qu'il s'agit de procéder à l'analyse de dizaines de milliers de procès-verbaux et de dossiers de condamnation et vous prévoyez un délai d'ici le 1er janvier 2025. Je doute même que la loi soit adoptée d'ici le 1er janvier 2025. C'est donc évidemment une demande de retrait. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Alors, Madame Obono, est-ce que vous le maintenez ? Oui, je vais mettre aux voix donc avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le numéro 13, Madame Amiot, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Avec cet amendement, nous vous proposons encore une fois un rapport concernant l'opportunité d'abonder dans la recherche. Et notamment, je voudrais vous parler des invisibles de ce soir, à savoir les triangles noirs. Les femmes qui n'étaient pas incarcérées, qui étaient, elles, détenues dans des établissements psychiatriques. On ne les envoyait pas en prison, on les envoyait se faire soigner. Ça voulait dire se faire rectifier, réorienter, ça voulait dire se faire violer, électrochoquer. Et ces femmes, justement, ne seront pas reconnues par ce texte. C'est bien dommage, mais c'est l'exercice qui veut ça. C'est compliqué aujourd'hui d'identifier ces personnes parce que avoir des archives médicales, ce n'est pas la même chose que des archives judiciaires parce que ça nécessite de la recherche, parce que ça nécessite de travailler dessus. Et donc je pense que, et ce n'est qu'un exemple, il est important justement de faire ce travail de recherche et donc d'abonder, d'où notre demande de rapport pour voir l'opportunité d'aller effectivement chercher des victimes qui sont aujourd'hui, ou du moins ce soir, invisibilisées par ce texte. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, il faut évidemment encourager la recherche, vous avez raison. Je ne suis pas certain que cet amendement soit la meilleure façon d'y parvenir, mais c'est un amendement qui demande un rapport au gouvernement. Donc le gouvernement, il est là, il va vous répondre et moi, je vais émettre un avis de sagesse. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. De manière générale, et vous le savez, le gouvernement n'est pas favorable à la multiplication des rapports. Le Parlement dispose déjà des prérogatives que lui confère l'article 24 de la Constitution qui vous permet de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. En cette matière comme dans d'autres, je suis défavorable à votre amendement. Je vous remercie. Monsieur Kerbrat, vous avez la parole. Non, Monsieur le Ministre, vous êtes défavorable au rapport, de manière générale, et pas qu'à cet amendement, vous nous le prouvez régulièrement. L'importance de cet amendement, encore une fois, c'était un amendement d'appel, nous allons le retirer, c'était quand même de l'importance, en réalité, de ce champ de la recherche par l'associatif. Et moi, je m'inquiète maintenant quand même, je suis très heureux de ce texte qui sera voté, mais je m'inquiète qu'on n'a pas été capable de marquer dans ce texte
que les groupes LGBTI, les associations LGBTI, l'inter-LGBTI par exemple, fassent partie de cette commission. Car à chaque fois, croyez-moi, je suis PD depuis assez longtemps pour savoir qu'on nous exclut à chaque fois. Donc, je n'ai pas de confiance dans les hétérosexuels pour faire une commission sur le droit de la réparation tout seul. Ensuite, c'est une pression que je vous mets. J'ai le droit de vous la mettre tout de même. C'est mon droit, monsieur le ministre. Alors, je vais donc mettre aux voix cet amendement, le numéro 13. Donc, c'est un avis de sagesse. Il est retiré. Il est retiré. Alors, je passe donc au titre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le numéro 19, Monsieur Gérard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. S'il vous plaît, on écoute Monsieur Gérard. Merci. En fait, vu l'importance du texte qu'on s'apprête à voter, l'idée est de faire entrer la reconnaissance de la nation dans le titre du texte de cette proposition de loi. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Oui, cela tombe sous le sens, Monsieur le député. C'est évidemment un avis favorable. Favorable. Merci, Monsieur le ministre. Favorable également. Je vais donc mettre aux voix cet amendement avec un double avis favorable. J'ai même pas lancé le scrutin, vous avez déjà tous levé la main. Donc, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 14 a été retiré, c'est ça également. Et donc... Alors, c'est prêt, donc je vais mettre aux voix la proposition de loi dans son ensemble. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 331, exprimé 331, majorité 166, pour 331, l'Assemblée nationale a adopté. Et je vous propose d'écouter dans le silence Monsieur le rapporteur. Mot très rapide, je voudrais simplement remercier les députés qui, par-delà les bancs de la gauche, ont largement contribué à ce qu'on puisse avoir un résultat qui est celui-là. Et vraiment, je veux remercier du fond du cœur chacune et chacun. Je suis heureux pour mon collègue Hussein Bourgi que l'Assemblée nationale ait rétabli, pardon, mais les dégâts causés par le Sénat. Et donc, chers collègues, nous renvoyons ce texte au Sénat dans un état autre que celui qui nous est arrivé. J'en suis heureux et je souhaite que ce texte puisse continuer sa vie pour aboutir le plus rapidement possible parce que ce résultat honorera notre pays, personne n'en doute. Je vous remercie. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez juste attendre, s'il vous plaît, mes chers collègues. Non mais, est-ce que vous pouvez juste attendre la fin de la séance, s'il vous plaît ? Merci. J'en ai juste pour 2 secondes. En plus, Monsieur le Président sait parfaitement que je dois annoncer la prochaine séance, demain à 9 h, avec la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements et la proposition de loi visant à professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques. La séance est levée et la séance photo peut commencer.